S'acheter on va refaire un tirage, on a fait 3000, donc là vous pouvez avoir peut-être un ermitage. Donc le thème de cette émission, eh bien, c'est l'actuelle arrivée de réfugiés, les causes et les conséquences qu'on va essayer d'expliquer, d'analyser d'après notre compréhension respective. Alors pour répondre à ces questions aujourd'hui, avec nous ce soir, Pierre-Henri. Bonsoir Pierre-Henri. Bonsoir. Alors vous êtes le directeur de l'association France Terre d'Asile depuis 1997. Vous avez été membre du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de 2005 à 2011. Oui, je l'avoue, oui. Vous avez été membre du comité exécutif, vous êtes toujours, pardon, membre du comité exécutif du Conseil européen pour les réfugiés et les exilés depuis 2008. Et bon, vous avez été un temps proche du PS, mais c'est pas ce qui est le plus important. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont le Dico Atlas des migrations, sorti en 2013 chez Belin. Donc merci d'avoir répondu à notre invitation. Francis Cousin, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes philosophe, vous êtes l'auteur du livre Lettres contre l'avoir, sorti en 2012 aux éditions Retour aux sources. Et vous êtes également co-auteur de nombreux ouvrages collectifs, sortis depuis une trentaine d'années, dont Critique de la société de l'indistinction. Bassam Tan, bonsoir. Bonsoir, Raphaël. Alors je te présente, on peut se tutoyer, parce que c'est vrai qu'on se voit régulièrement, donc j'aime pas trop jouer la comédie à l'antenne. Donc tu es professeur. En tout cas, en arabe, on dit tu à Dieu. Alors. Oui, c'est vrai que c'est une problématique franco-française. Les Allemands peuvent nous comprendre, mais le tu, le vous, les Anglais n'ont pas ce souci. Alors, tu es professeur de langue arabe, spécialiste du Coran, géopoliticien, et tu es syrien, originaire de la ville d'Alep, donc près de la frontière syrio-turque. Voilà, donc une problématique de cette frontière. Actuellement, une problématique que tu connais bien, puisque tu as des sources, des informations de gens qui sont toujours là-bas. C'est vrai. Donc l'immigration et tout spécialement l'arrivée actuelle en Europe et en France d'immigrés et spécialement de réfugiés, c'est un phénomène que nous allons tenter de décrypter maintenant. C'est un phénomène, l'immigration c'est un débat qui a été très longtemps difficile. Il était très difficile de débattre de cette question pendant très longtemps en France, puisque dès qu'on émettait une critique ou on essayait de remettre en question, tout de suite on était renvoyé au Front National. Et c'est vrai que depuis qu'il y a eu ces images notamment de réfugiés syriens qui arrivaient, on peut le dire, en masse ou en tout cas en nombre, on a entendu parfois des gens de gauche, enfin dans mon entourage c'est arrivé, hein, je les ai entendus tenir des discours que je n'aurais pas imaginé ces personnes tenir ce genre de discours il y a 10-15 ans. Donc les choses ont peut-être changé, peut-être les mentalités, peut-être ce qu'on s'autorise à dire, peut-être le contexte a changé également. Donc c'est également tout cela qu'on va essayer de comprendre ce soir. Et bien sûr donc les causes de cette peut-être immigration ponctuelle qu'il y a actuellement et les conséquences. Voilà. Alors ma première question sera pour vous, Pierre-Henri. Y a-t-il un phénomène actuellement anormal dans le sens, on va dire, qu'il n'y a pas d'habitude? Ou est-ce que c'est finalement comme d'habitude, sauf que les médias en parlent plus? Il y a une situation exceptionnelle aux frontières de l'Europe, et cela depuis début 2014. Mais il faut aller en chercher les causes dans le cercle de feu qui entoure l'Europe. D'abord dans la crise syrienne, dans la crise libyenne. Mais pour répondre précisément à votre question, depuis le début de l'année 2015, près de 500 000 personnes sont arrivées par les routes méditerranéennes, c'est-à-dire la Méditerranée centrale et la route de la Turquie à la Grèce, sur les côtes européennes. Et la plupart des personnes, notamment sur la route de la Grèce, viennent de Syrie, d'Afghanistan, d'Irak. Cela est parfaitement documenté.
Songez que sur les 2 derniers mois, au mois d'août et au mois de septembre, plus de 125 000 personnes sont arrivées sur les côtes grecques. Lesbos, Chios, notamment. Voilà. Et donc, c'est un phénomène exceptionnel. Et il interroge évidemment le pacte social de chacun des pays de l'Union par son ampleur, par sa rapidité. Puis il faut aussi dire par l'imprévision des 28 et par l'incapacité dans laquelle l'Europe s'est trouvée à anticiper une réaction, une organisation vis-à-vis de ces questions. Parce qu'enfin, depuis 2013, nous étions parfaitement documentés sur ces situations. Et ce que nous avons vu, c'est d'abord l'indécision des dirigeants de l'Union, leur division. Songez qu'il y a eu 5 sommets européens qui chacun a décidé de remettre au lendemain une décision commune. Et les derniers sommets, là, il y a quelques jours, montrent bien la difficulté dans laquelle l'Union européenne se trouve, avec les tensions à l'Est, notamment avec la Hongrie, la Slovénie, mais aussi la Roumanie, etc. Et je pense que nous sommes bien coupables, collectivement, de ne pas avoir réagi avant. Voilà, il est déjà un peu tard. Alors, l'espace Schengen, enfin les accords de Schengen ont même été remis en cause. Ils n'ont rien à voir avec la question. D'accord. Okay. Non, pardon, mais juste un mot là-dessus. Les accords de Schengen, de libre circulation à l'intérieur de l'espace, qui concerne européen, qui concerne 26 pays européens, sont plébiscités. C'est une mesure qui est plébiscitée par les Européens, la libre circulation. Le problème, c'est la surveillance, le contrôle des frontières extérieures. Et de ce point de vue, ça renvoie beaucoup plus à d'autres questions, comme le règlement Dublin, j'y reviendrai tout à l'heure si vous voulez, ou à la question de l'élargissement de l'Union européenne, qui me paraît avoir été initiée de manière extraordinairement rapide et quelque peu irréfléchie, ou alors, et puis également de l'absence de diplomatie commune. En réalité, le véritable problème, c'est que l'Europe, aujourd'hui, est un nain politique. Alors, une dernière question. Est-ce que je peux rebondir comme ça en direct pour que Bien sûr, c'est ce soit pas. Mais je voulais faire un premier tour de table et pour cadrer le débat, une dernière question à vous, Pierre-Henri. Est-ce que vous avez des informations sur les populations de cette arrivée donc de réfugiés? Est-ce que ce sont massivement des hommes, des jeunes? Est-ce qu'on a ce genre d'informations ou pas? Oui, bien sûr qu'on a ces informations. Il y a beaucoup de familles. Enfin, il faut regarder les images. Bien sûr qu'il y a des hommes seuls qui sont partis en pionniers d'une certaine manière. Et s'ils arrivent à s'installer, feront venir leur famille. Il y a beaucoup d'enfants. 40% des réfugiés qui arrivent sur les côtes européennes aujourd'hui sont des enfants. Donc oui, c'est parfaitement documenté et ce n'est pas, comme je l'ai entendu dire par les droites extrêmes, des déserteurs, des envahisseurs. Enfin, on reviendra sur cette thématique qui est d'une indécence totale et là aussi qui n'a pas reçu la réponse publique qui me paraît nécessaire. Comment peut-on traiter de déserteurs des gens qui viennent de subir 4 ans de guerre, enterrer 240 000 morts, dont 12 millions d'entre eux n'ont plus de maison? Enfin, il y a une indécence totale dans la bouche des droites extrêmes sur laquelle, franchement, il ne faut rien céder, il faut reprendre la parole et travailler sur ces questions. Ce n'est pas possible que notre société soit travaillée ainsi par ces courants populistes. Alors, Bassam, tu voulais réagir? Oui, je voulais rebondir sur le terme de coupable. Pierre a raison de dire qu'on est coupable, l'Europe est coupable, le monde entier est coupable de n'avoir pas prévu tout ce flux. Mais la vraie culpabilité également se situe ailleurs. C'est que ce sont nous, les Européens,
et en premier lieu la France, qui avons provoqué tout ça. Je m'explique. Prenez par exemple les camps de réfugiés en Turquie. Ça a été construit avant qu'il n'y ait un seul réfugié. Donc tout ça était fait pour déstabiliser la Syrie, comme je l'ai toujours dit, la casser, et tout le monde croyait à l'époque, avec des preuves vraiment futiles à la Fabius, que Assad allait tomber et que ces gens-là... Bon. Donc c'était une comédie au départ. Alors, les premiers camps qui ont été construits, c'était en Turquie et en Jordanie. Pas le Liban, parce que le Liban, il y avait un va-et-vient, il y a toujours eu un va-et-vient historique entre le Liban et la Syrie. Vous voyez, ça c'est le problème. Donc, la culpabilité entraîne aussi le problème de l'impunité. C'est qu'il y a des criminels de guerre dans cette affaire-là. Et un jour, il faut qu'ils soient jugés. Alors, je ne suis pas juriste, je ne peux pas dire est-ce qu'on va juger un gouvernement qui a pris la décision d'armer les islamistes en disant que c'était des rebelles modérés, ou ce que veut faire l'Amérique aujourd'hui. Elle va armer, soi-disant, des rebelles modérés et continuer la guerre contre Bachar. Voyez-vous? Donc, cette impunité est grave. Je crois que Fabius, dans ce dossier, est une des premières personnes visées. Alors, avec ses déclarations sur avant même non, mais c'est important. Je peux vous parler, moi, du problème des réfugiés. Alors, vous n'allez pas me dire que non, ces gens-là sont partis d'eux-mêmes un beau jour. Oui, c'est pas vrai. Sam, avant même le dossier syrien, il y avait, je sais pas, c'est pas qu'un dossier, c'est un drame, mais il y avait le drame libyen également. Donc encore d'autres personnes au pouvoir en France, et encore là, la France était encore plus coupable quelque part d'avoir complètement installé le chaos dans un pays qui on pouvait penser ce qu'on voulait du dictateur Kadhafi, mais le pays n'était pas dans un tel chaos et dans un tel. Oui, d'abord la population libyenne n'est pas aussi nombreuse que la population syrienne. Il n'y a pas eu, si on voit, n'est-ce pas, la Syrie fait 24 millions. La Libye, beaucoup moins. Je disais que chronologiquement, il y avait quand même eu un autre drame juste avant où la France encore était responsable et qui a ouvert comment dire, la plupart beaucoup de bateaux qui traversent la Méditerranée partent notamment de Libye. Mais aujourd'hui, la majorité, comme a dit Pierre, la majorité des gens qui imitent, ce sont des Syriens et des Irakiens minoritaires, avec évidemment des Africains ou des Afghans. Hein, ça prend une autre dimension. La Syrie est au centre. Cette guerre de Syrie, comme disait Chevènement, ne devait pas être la nôtre. Et on s'est lancé là-dedans, reconnaissant une opposition qui n'a aucune légitimité. Alors Francis Cousin, vous vouliez réagir? Alors, déjà, moi je voudrais poser un regard de méthode. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de factualité. Il n'y a pas de réalité, indépendamment du champ social à partir duquel on regarde. Nous vivons aujourd'hui dans le capitalisme intégral, c'est-à-dire dans la société du fétichisme marchand et dans le spectacle de la tyrannie des images et des objets, du fallacieux partout présent. Dans cette société-là, Marx et Debord nous disent « tout ce qui est vrai est présenté sous la forme du faux, et tout ce qui est faux est présenté sous la forme du vrai ». Pendant des décennies et des siècles, le capitalisme s'est structuré sur l'ordre et la stabilité. Marx et Rosa Luxembourg nous ont expliqué que dans la période de crise terminale de ce mode de production, ce qui structure le capital, c'est le chaos. Les Américains n'ont pas échoué en Irak, ils ont réussi. Il y a une revue qui s'appelle Kivunium, qui est une revue qui a été publiée dans les années 80 par les instances militaires israéliennes, qui a été reprise par le Pentagone. Israël et les Américains ont pour objectif depuis 20 ans, dans une volonté de mainmise sur le théâtre moyen-oriental, de balkaniser et de confessionnaliser l'intégralité des espaces et des territoires, de telle sorte que l'axe américo-israélien n'ait plus d'obstacle de force et de vigueur. On a détruit l'Irak, il était donc nécessaire de détruire la Syrie, et de l'autre côté, il était nécessaire de détruire la Libye. Qu'allait faire la France là-dedans? Mais la France n'existe plus.
Mitterrand nous a expliqué en 1995 que nous étions en guerre contre l'Amérique. L'Europe bruxelloise... Guerre économique. Guerre économique, mais guerre économique qui fait des ravages. L'Europe a été créée par un banquier américain qui s'appelle Jean Monnet. L'institution bruxelloise est un porte-avions américain. Elle n'a pas pour objectif de structurer une Europe indépendante. Elle a pour objectif de détruire l'Europe. Je vous coupe 2 secondes, Francis Cousin, parce que vous allez très vite. Et quand vous dites Jean Monnet, agent américain, et que sans préciser qu'il y a eu des rapports déclassifiés de la CIA qui tentent à le prouver sans nombre d'un doute, mais pour ça, il faut lire ces rapports. C'est vrai qu'on est tous de cultures très différentes ici. Donc ce serait bien de préciser un petit peu les choses, parce que vous allez très vite. L'essentiel, Marx et Debord nous disent, le capital ne valorise que ce qui le valorise. Les images de ces réfugiés avec lesquels on nous lave le cerveau, cet enfant syrien sur la plage, c'était un gigantesque lavage de cerveau que le spectacle de la marchandise met en mouvement, parce que le spectacle de la marchandise n'a aucun intérêt pour les hommes du point de vue de leurs vrais biens. Ils s'intéressent aux hommes pour autant qu'ils soient des biens. Alors je vais vous laisser développer après, mais je vous coupe tout de suite parce que je vois que Pierre-Henri n'est pas du tout d'accord avec vous. Je voudrais juste terminer. Oui, d'accord. Juste terminer. L'ordre américano-israélien et ses supplétifs européens bruxellisés ont génocidé 1 million d'enfants irakiens à l'époque de l'embargo et du blocus. Vous n'avez pas vu d'image. Vous n'avez pas vu de protestation massive. Moi, je tiens à dire... Il y a les bons morts et il y a les mauvais morts. Que le discours de Francis est du petit lait pour moi. Quand le spectacle de la marchandise investi publicitairement avec tous les patronats d'Europe sur cette masse de réfugiés, nous ne sommes pas dans un conte pour enfants. Nous sommes dans une société où la liberté despotique du profit est la norme de la dictature démocratique du spectacle marchand. Le patronat, le MEDEF, l'ONU, l'OTAN, l'UNESCO n'aiment les humains qu'en tant que marchandises rentables. Donc la question essentielle, c'est pourquoi il y a 2 ans ces marchandises rentables ne bougeaient pas et pourquoi elles bougent aujourd'hui. Elles bougent aujourd'hui parce que le chaos américain, avec effectivement toutes ces préfectures européennes, parce que ce soit Merkel ou que ce soit Hollande, nous avons des petits préfets de provinces américaines. Vous n'avez jamais vu sur un axe diplomatique la Syrie, l'Irak, la Libye, les Européens s'opposer. Les Européens sont des supplétifs, ce sont des harkis de l'ordre américain. Donc, ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que ce mouvement de réfugiés est un mouvement capitaliste organisé par l'immanence du despotisme de la marchandise qui a besoin de main-d'œuvre nouvelle pour casser le coût du travail et pour remplir la fonction que Marx, dans sa 7e section de la première partie du Capital, appelle l'armée de réserve. L'armée de réserve. Marx nous dit, on remplacera un Yankee par 3 Chinois. On va donc remplacer... On a bien compris votre propos. Pierre-Henri, j'ai vu qu'il y avait plusieurs moments où vous tiquiez sur ce que disait... Non, heureux sont les hommes qui ont eu une explication aussi simple du monde. Finalement, Marx a tout écrit, donc c'est à la lecture de Marx que l'on regarde le monde aujourd'hui et le drame que vivent les réfugiés. Écoutez, l'image du petit Elan, évidemment, est une image fabriquée par les médias. C'est un moment symbole, comme d'autres images ont été des moments symboles. Je pense à l'image de cette petite fille napalmée au moment de la guerre du Vietnam. Mais je pense qu'il y a une autre explication. Bien sûr, la France, et d'ailleurs pas simplement la France, et la diplomatie sous Fabius a fait une erreur d'analyse sur la capacité de M. Bachar à résister et sur l'ampleur de la révolte populaire qui était en tout cas perçue comme telle ou diffusée comme telle au début de ce que l'on a appelé improprement les printemps arabes. Il n'empêche qu'aujourd'hui, il y a des hommes, des femmes, qui n'ont plus de perspective de retour en Syrie, parce qu'il n'y a pas de sortie de crise rapide et envisageable, et qui ne sont pas simplement l'armée de réserve du grand patronat, de l'ONU, de l'UNESCO, etc., qui sont tout simplement des êtres humains qui ont des rêves, qui ont des envies, qui ont des projets et qui frappent à nos portes. Alors, d'ailleurs,
Je rappelle que la situation syrienne et les erreurs de la diplomatie française ont été aussi celles des États-Unis sur la guerre d'Irak, qui a contribué à faire exploser l'ensemble de l'Irak, qui l'a morcelé aujourd'hui, et les mêmes erreurs ont été reproduites en 2011, et puis également... Mais ce ne sont pas des erreurs. Si, ce sont des erreurs, ce n'est pas un énorme complot de l'axe américano-sioniste, comme vous l'avez dit. Comme vous l'avez dit, il y a des forces qui s'affrontent, qui sont... et je pense, moi, que ce n'est pas si organisé que cela, qu'il y a eu beaucoup d'amateurisme dans la façon d'approcher ces questions, et qu'on peut toujours reconstruire les pensées derrière, mais derrière les événements, et en les analysant, en se mettant à une extrême distance, mais que ce n'est pas exactement comme cela, et que la question qui se pose aujourd'hui, c'est quelle sortie de crise ? C'est cela qui m'intéresse. Comment fait-on alors moi je vais vous parler de la sortie. Vous parlerez de votre sortie de crise. On n'aura peut-être pas la même. Monsieur Pierre-Henri, je viens de là-bas, j'enseigne la géopolitique, je connais ces pays. Très bien. Et croyez-moi que si vous reportez à toutes mes interventions dès le début, je ne peux pas dire que je me suis planté comme Fabius. Non, c'est vrai que... Mais moi, je ne défends pas Fabius. Avant de vous laisser la parole, c'est vrai que... J'ai dit qu'il y avait une erreur de la diplomatie. On va essayer d'établir un dialogue respectueux. Parce que c'est respectueux, on n'a pas manqué de respect à quiconque que ce J'apprécie soit. le fait qu'on puisse avoir des débats avec des gens d'horizons diverses. Donc essayons de respecter le point de vue de l'autre, et essayons de se respecter. Et même si on n'est pas d'accord. Donc, je vais vous laisser la parole. Juste, je voudrais préciser une chose par rapport à ce qui a été dit par Francis Cousin tout à l'heure, qui paraissait complotiste. C'était par rapport au plan de balkanisation du Grand Moyen-Orient. Je vais rebondir sur les deux, si vous voulez. Et notamment, je voulais préciser qu'il y avait eu quand même le PNAC, le Plan for a New American Century, le plan pour un nouveau siècle américain, qui a été publié au fin des années 90, qui a été quand même co-signé par Paul Wolfowitz, par Dick Cheney et par un certain nombre de pontes de l'administration Bush père et fils. Donc c'est le mouvement néocon, mais qui a des relais très loin au Congrès, y compris chez les démocrates. Donc c'est un mouvement quand même de fond, qui a également des opposants. On l'a vu, il y a des opposants au sein même du Pentagone, donc c'est quelque chose de très complexe vu de France. Mais il y a quand même un mouvement de fond de gens qui souhaitent le chaos au Proche et au Moyen-Orient, et c'est pas forcément une théorie du complot. C'est vrai que c'est parfois une accusation un peu facile de parler de théorie du complot. Non, mais il y a des constantes. Qu'est-ce qui n'est pas, quoi. Il y a des constantes dans tout ça. La parole est à vous. Francis a parlé, n'est-ce pas, de cette année 82 et ce qui a été publié, la carte du Proche-Orient, et comment il fallait casser et balkaniser tous ces pays-là. Vous ajoutez à cela les déclarations de Roland Dumas de son voyage en Grande-Bretagne, où on lui a tenu le même discours, qu'il fallait casser. Maintenant, quand vous dites que c'est une erreur, vous ôtez de ces gens-là la culpabilité d'une part et l'hypocrisie. En fait, il y a de l'hypocrisie. Ce n'est pas ils ont commis des erreurs, mais il y a des choses qui ne relèvent pas de l'erreur. C'est une stratégie, comme vous avez dit, on peut l'appeler complot. Moi, j'appelle ça des constantes qui impliquent une stratégie donnée, vu la géopolitique de la région. Et là, on sait très bien que les mouvements islamistes dans le monde, que ce soit depuis Nasser 56 jusqu'à maintenant, ont été chaperonnés par les Américains. La famille héritière des frères musulmans qui vivaient à Genève recevait de l'aide de l'Arabie saoudite, qui n'était pas frères musulmans, et des Américains pour contrer Nasser. Aujourd'hui, Daesh, selon Wesley Clark, Clinton, tous les documents déclassifiés nous montrent que les Américains, la CIA, savaient ce qu'elle faisait. Donc ce n'est pas une erreur. Il fallait créer un ennemi intérieur à l'islam même pour détruire, et je dirais pas simplement la région, c'est une destruction de l'islam et de ces pays-là. L'opposition entre sunnites et chiites a été bien exploitée. Daesh, on sait très bien que les armes qui ont été livrées
C'est avec la bénédiction de l'Europe et des États-Unis via la Turquie et l'OTAN. Enfin, maintenant, c'est un secret pour personne. Donc, les erreurs de Fabius, ok, il y a des erreurs, mais il y a quelque chose en dessous qui ne relève pas de l'erreur, qui relève d'une politique consciente pour détruire la Syrie, la vider. Pourquoi? Parce qu'on veut faire plaisir aux pays et aux pétromonarchies du Golfe qui sont islamistes, alors que c'était le seul pays laïque, État-nation qui existait dans la région, la Syrie. Non, mais dans la constitution syrienne, l'État n'a pas de religion. C'est le seul pays qui affirme cela, voyez-vous. Donc, il faut maintenant changer de paysage médiatique. Il faut que les gens se rendent compte, on ne parle pas de complot, mais il y avait une volonté intérieure. Et je terminerai par là. Obama, son discours à l'université du Caire, qu'il ne mènerait pas la guerre contre les pays musulmans, lui qui s'appelle, en second nom, Hussein, n'est-ce pas, le petit-fils du prophète, eh bien, il a mené la plus grande guerre contre les pays musulmans. C'est une guerre où la vipère, comme on dit en anglais, doit mordre sa queue. Alors, ceci dit, c'est quand même pas lui qui l'a initié, c'est George Bush, et il a même parlé de croisade dès 2001, enfin, moi je me rappelle très bien. Pour moi, c'est quand même lui qui a lancé le mouvement, même si son père avait fait une petite guerre test 10 ans avant. Francis Cousin ? Oui, alors, juste deux remarques. Une de méthodologie sur le complot. Marx explique très bien pour la Révolution française par rapport à Baruel. Baruel, vous savez, c'est cet auteur qui a beaucoup travaillé sur les sociétés maçonniques, les sociétés qui complotaient sous l'Ancien Régime et qui faisaient que les loges maçonniques, dans l'idéologie des Lumières de la marchandise, mettaient en marche le progrès pour la République capitaliste qui allait naître en 1789. On le présente souvent comme l'auteur catholique anti-maçon. Voilà, Marx dit, c'est pas les complots qui font l'histoire, c'est l'histoire qui fait les complots. César a bien été assassiné aux idées de Marx. Il y a bien eu un complot. C'est pas ce complot qui va faire l'histoire, c'est le développement des forces productives à un moment donné qui fait qu'il y a une crise sénatoriale dans la vieille Rome et il y a nécessité d'un complot pour abattre César. Donc l'histoire est pleine de complots, sauf que les complots n'ont pas d'autonomie à la fois signifiante et pratique. Les complots sont le résultat de l'histoire en mouvement. Alors maintenant, le problème du terrorisme, il est réglé depuis très longtemps, à la fois sur les filières de migration et sur les filières djihadistes. Guy Debord a écrit en 1988 les commentaires sur la société du spectacle, à l'époque où la société italienne vivait la stratégie de l'attention et où les brigades rouges de l'appareil d'État assassinaient Moreau. Aujourd'hui, nous sommes dans une cybernétique totalitaire de contrôle absolu de la société. Vos portables, tout est sous écoute. Mera était sous écoute. Koulibaly était sous écoute. Les filières djihadistes, le brave garçon de la place Beauvau peut vous dire ils sont 856. Il ne vous dit pas 857. Donc, aujourd'hui, dans la cybernétique du capital, que Marx a particulièrement bien vu dans le livre 3 du Capital, le capital contrôle tout. Le capital contrôle tout. Les filières djihadistes ont été organisées du début jusqu'à la fin pour organiser le chaos syrien. Même dès le départ de Daesh, on a vu les Toyota. Et vous avez des filières migrationnistes. Parce que quand le patronat allemand vous dit « nous voulons des bras », quand le patronat français vous dit « nous voulons des bras », quand Soros, avant-garde du capitaliste mondial, vous dit « nous voulons une classe ouvrière immigrée, nous voulons une classe ouvrière rome ». Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a effectivement ce que Marx a très bien montré dans le livre 1 du Capital, une substitution de main-d'œuvre. Rappelons-nous qu'à la fin 68, quand la crise de la grève sauvage était absolument incontrôlable, que syndicats et gauchistes... C'est pas très loin du remplacement des populations. On y vient, mais Marx l'a prévu. Marx l'a prévu. Si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la migration, elle n'est pas compréhensible si on ne fait pas référence à la lutte des classes. Je précise pour les internautes, hein, donc vous faites allusion au grand remplacement de la population française ou européenne par la population, une population arabe immigrante et ou musulmane.
Alors que vous faites référence au remplacement de la classe prolétarienne française par les immigrés. Le même moteur de réflexion. Le blanc identitaire couillon dans ses crispations, il voit dans le métro plein d'étrangers. Si je peux intervenir juste un petit peu, moi ça fait quand même ce que vous dites, ça me met en mémoire la vidéo où on voit Bouygues justement. J'y arrive, si vous voulez. Il faut comprendre que ce qui arrive en ce moment, ça ne doit pas être analysé d'une manière empirique, dans du tronçonné médiatique. Il doit y avoir une dialectique du rapport total. C'est-à-dire qu'à l'échelle mondiale, il y a une géopolitique du capital en mouvement depuis des décennies. En 68, la grève sauvage a été incontrôlable. Les gauchistes, les syndicats et la gauche du capital ont eu un mal fou à remettre le prolétariat au boulot. En 73, Pompidou a reçu Bouygues, Peugeot. Ils lui ont dit « on veut des mecs du bled ». L'ouvrier communard européen, qui est dans une tradition incendiaire, qui remet en cause l'argent sur une base radicale, les comités d'occupation, n'en veut plus. On veut une main-d'œuvre malléable qui vient d'horizons à temporalité soumise. On va les intégrer dans la consommation et l'immigré d'abord coûte moins cher. Et l'immigré, ce que Marx montre dans les articles de l'idéologie allemande de la critique du programme de Gotha, il vient d'un continent de soumission. Il y a eu des grèves, il y a eu des conflits dans ces pays-là, mais jamais pour remettre en cause l'argent et l'État. On remplace le vizir par le vizir. Parce que vous parlez... Vous parlez d'énormément de choses. Je voudrais rebondir déjà par rapport à ce que vous disiez au début, par rapport au complot. Moi j'ai une petite phrase que j'aime bien, l'équipe du cercle la connaît bien, je les saoule souvent avec ça. Je dis souvent, pour moi, il y a deux types d'idiots sur Terre, ceux qui voient des complots partout et ceux qui n'en voient nulle part. Oui, c'est très bien. Il y a les naïfs bisounours et puis il y a les paranos. Non, mais tout dépend comment on définit le complot. Quand je vous dis ça explico, et c'est un complot pour vous, tout est là. N'empêche que en l'absence des gens de cette région, la France et l'Angleterre se sont partagés la région avec une zone bleue pour les Français, une zone rouge pour les Anglais, en prévoyant un foyer national déjà pour les Juifs qui sera après Israël. Vous voyez, c'est-à-dire dans l'histoire de la géopolitique, je vous dis, il y a des constantes et des variables. Souvent, c'est la constante à la lumière de l'incident de la nouvelle donne qui implique une certaine philosophie d'approche. Pourquoi on arrive à anticiper, nous, sur les événements? Et parce qu'on tient cela. Je vous dis, vous me dites, Assad va déguerpir, mais Assad, déjà, il n'est pas soutenu que par les Alaouites, il est soutenu par toutes les minorités, il est soutenu par l'immense majorité de musulmans modérés qui étaient contents. Vous voyez, et il se bat le dos à la mer. Il ne faut pas oublier cela. Alors, vous avez vu, d'ailleurs, remarquez l'attitude morale d'Assad dans ses déclarations face aux déclarations de nos responsables politiques. Autant de héros, on disait qu'on ne livrerait pas des armes létales. C'est des armes non létales, des gilets pare-balles et des lunettes pour se battre la nuit, pour mieux voir l'adversaire et le tuer. Bon, c'est pas létal. Quelques mois après, qu'est-ce qu'on a appris de la bouche du président de la République? Qu'on avait livré des armes. Hein? Alors, vous me dites, oui, mais on a livré aux modérés. Attendez, moi j'ai des gens là-bas. Hein? La frontière syro-turque, mon père était le chef de la douane. Je la connais comme le fond de ma poche. Les gens qui sont là-bas dans une guerre comme ça, vous voyez, ils vont avec le plus offrant. Vient Nusra, avec l'appel de Zawahiri dès le début. J'avais dit, Zawahiri a fait appel à toutes les forces islamistes du monde pour renverser le régime mécréant alaouite de Syrie. Là, on ne l'entendait jamais dans les médias français que Zawahiri, le successeur de Ben Laden, faisait cette déclaration. Il a fallu que je le rappelle à LCI. Et puis après, bon, on n'en parlait plus. Alors, le plus offrant, le modéré soi-disant, il va du côté al-Nusra, on lui offre un beau treillis avec de l'argent et des femmes en plus, avec la guerre sainte du sexe. Non mais enfin, arrêtez. Et en plus, dans tous ces médias français, on ne souffle mot. Hein. Alors, prenez les interviews d'Assad comme elles sont responsables. Assad est un grand homme d'État. Hein. Mettez-le à la tête d'un grand pays, il fera des miracles. Et la Syrie renaîtra de ses cendres comme le phénix.
Alors, on a entendu à la télévision récemment Onfray dire que donc, l'Occident avait une large responsabilité dans le chaos dans les pays arabo-musulmans en cours. Ce chaos en cours. On a entendu également Léa Salamé donc lui répondre que les musulmans que finalement ils se tapaient dessus tout seuls, qu'ils n'avaient pas besoin de l'Occident. Je pense que vous êtes à peu près tous d'accord ici pour dire que c'était très caricatural, pour ne pas dire complètement faux de la part de Léa Salamé, et que l'Occident a une large responsabilité dans le chaos et donc quelque part aussi l'afflux le départ de réfugiés, quoi. Que ce soit majoritairement, bien sûr, c'est toujours dans les pays limitrophes, hein. L'essentiel des réfugiés syriens sont je le rappelle, en Turquie, en Jordanie, et dans les pays limitrophes. Et il y en a une petite partie qui tentent leur chance et qui vont jusqu'en Europe. Mais vous parlez d'une émission star voilà. de la société du spectacle. C'est ça, c'est exactement ça. On n'est pas couché, c'est tout ça? Tout à fait, de Laurent Ruquier. Je l'ai pas vu. Moi aussi, je ne l'ai pas vu. Mais vous voyez, c'est ce que vous dites là est entièrement faux. Enfin, ce qu'elle dit est entièrement faux. Pourquoi? Quand Bush a détruit l'Irak de Saddam, forcément, les chiites en Irak sont plus nombreux. Ils allaient arriver au pouvoir. Après, on vient nous dire, oui, mais l'Irak s'est transformé en colonie iranienne. Mais c'est vous qui êtes allés là-bas déstabiliser, hein, en donnant une certaine autonomie aux Turcs. C'était Kouchner, n'est-ce pas, que pour la première fois, il fallait pour des raisons humaines, vous voyez, on a déstabilisé l'Irak. Et vous vous souvenez à l'époque des néoconservateurs qui pensaient à la théorie du domino, que ça allait renverser l'Iran d'un côté, la Syrie de l'autre. On a déstabilisé tous les nationalismes arabes, en préférant évidemment des courants islamistes, parce que les nationalismes arabes avaient peut-être quelques chances de réussir et de maintenir autour de l'État-nation une unité de leur peuple. Je crois que c'est d'abord cela, l'expérience des 80 dernières années. Et le feu du Moyen-Orient est autour de cette question. On a tout fait pour détruire les États-nations. Et parce que j'étais considéré comme, dans le jeu géopolitique, comme trop proche de l'Union soviétique. Exact. Et je pense qu'une des clés d'explication au Moyen-Orient, c'est surtout autour de cette question. Ça vient de loin. Voilà. Et dans les rapports de force qui se sont dessinés, ensuite, oui, les États-Unis ont joué le jeu du pire. On l'a vu en Afghanistan, on l'a vu en Irak et on le voit encore en Syrie. Encore que maintenant, la stratégie semble changer, parce qu'il me semble qu'il y a des discussions à l'ONU autour d'un certain nombre de groupes de travail, que la Russie s'est réimplantée puissamment dans la Syrie utile, et que finalement la France est en train de se ranger derrière les États-Unis et la Russie, qui semblent avoir un accord. C'est Poutine qui a forcé, qui a fait, et qui a imposé, qui a créé une nouvelle donne. Mais moi, ce qui m'intéresse là, c'est que dans tout cet aspect nationalisme, islamisme, la France est concernée. Jusqu'à maintenant, nous, on n'a pas déclaré les frères musulmans groupe terroriste, alors qu'il est clair et net dans les écrits théoriques qui n'ont jamais été démentis par les responsables actuels ou les héritiers des frères musulmans, que la guerre sainte est une obligation pour tout musulman et il faut que l'islam couvre le monde. Et on sait très bien que cette idéologie est très répandue en France. Personne n'en parle. Minoritaire. Minoritaire. C'est ce que vous me rappelez immédiatement. Minoritaire parmi nos compatriotes musulmans. Cher ami, minoritaire. Je ne suis pas d'accord avec vous. On disait que les islamistes en Syrie étaient minoritaires, étaient de l'ordre de 5%. Il en est de même de ce problème. Mais là, on a des œillères. Jusqu'à maintenant, moi, je ne crois pas les déclarations du ministère de l'Intérieur. Le problème de l'islam en France est mal géré. Je le dis. Comment le président de la République reçoit dans la coalition syrienne des frères musulmans et qu'il lui donne l'accolade? C'est une autre question. Comment c'est une autre question? On reconnaît le musulman de France qui voit ça. Il dit,
Ben vous voyez, lui c'est un frère musulman, il est reçu à l'Élysée. Le Français de France, qui est de culture musulmane, regarde cela avec les yeux d'un Français pour 95% d'entre eux. Mais sur quoi vous vous fondez je me fonde sur ce que je vois autour de moi, je me fonde sur un certain nombre de statistiques. Combien y a-t-il de personnes de nos compatriotes de culture musulmane dans ce pays? Il faut d'abord faire tomber un certain nombre de fantasmes. 7 millions. Non, oui, enfin, 5 millions. 5 millions. De 5 à 7, c'est sûr. Bien, allez. Quand vous dites 5, oui, c'est déjà, vous minimisez. 6 millions, c'est un bon chiffre en plus. Mais je dis bien de culture musulmane, et quand on les interroge, leur rapport à la religion c'est pas eux que je mets en cause. Ce que je mets en cause, c'est les imams. Les imams, est-ce que non, mais comment? C'est eux quand même, c'est eux quand même qui fréquentent, ceux qui fréquentent les mosquées. Mais faites attention au discours de stigmatisation de la population. Je ne stigmatise pas, de la population de nos compatriotes de culture musulmane qui ont une relation totalement apaisée à la religion et qui sont totalement laïques. Je suis bien d'accord avec vous. Alors je pense pas que ce soit son discours parce que je le connais assez bien. Et ça me permet de le faire préciser. Oui, bien sûr. Non, je crois juste Bassam, si vous me permettez, oui. Je crois que ce que vous soulignez, c'est que de la part des autorités françaises notamment, que ce soit Sarkozy ou Hollande, il y a eu un message, on l'a bien vu par exemple avec Fabius, quand il décrète que Bachar al-Assad ne mériterait pas de vivre, c'est quand même un appel à un certain nombre de Français, en tout cas certains musulmans français, ou certains Français musulmans, ou même pas Français musulmans mais vivant en France, vont entendre ça comme un appel qui va favoriser peut-être leur envie ou leur décision d'aller faire le djihad en Syrie. En tout cas, c'est un élément parmi nous. Vous savez. De la même manière que, comme tu disais par rapport aux frères musulmans, effectivement, si on discute avec les frères musulmans, donc on les considère, ça veut dire comme des interlocuteurs crédibles, sérieux, etc. Vous savez, nous, nos meilleurs rapports sont avec qui, au niveau diplomatique, dans ce monde musulman? Avec des pays tous qui ne reconnaissent pas les droits de l'homme. Est-ce que l'Arabie saoudite reconnaît les droits de l'homme? Est-ce que l'Arabie saoudite a une constitution? Est-ce que le Qatar n'a pas aidé les islamistes? Est-ce que depuis les années 80 à la mosquée Stalingrad, ici à Paris, n'est-ce pas, on n'envoyait pas des imams des pétromonarchies du Golfe pour déstabiliser la France? Ça, on ne le dit pas, on l'oublie. On l'oublie. Les cours d'arabe qui ne sont pas laïques, ce sont parfois, et même souvent, des cours d'islamisation, hein, où je ne comprends pas. Alors vous me dites, vous stigmatisez, mais pas du tout. Hein. Moi, j'ai lutté toute ma vie en France pour laïciser l'enseignement de l'arabe. Et il faut voir que la majorité des imams en France ne sont pas formés en France. Chacun ouvre boutique pour l'État qui l'envoie et propage cette idéologie. Quand le frère musulman Morsi a été renversé, au nom des droits de l'homme, nous on pleurnichait que un gouvernement frère musulman a été renversé. Mais pourquoi alors la diplomatie française n'a pas réagi quand on a lynché le chiite égyptien Shahata, hein, sous l'époque de Morsi? Non, il y a trop de... Je ne stigmatise pas. Comme dirais-je... Je dénonce, et puis il faut voir les choses en soi, devant soi. Moi, dès le début, j'ai dit on aura des attentats en France. Revoyez, j'étais invité à France Info, j'ai dit ces armes vont se balader à Bruxelles, dans nos banlieues. C'est pas, mais c'est une réalité ça. Et là, on continue à dire que... n'est-ce pas, nos rapports avec... Alors, pour l'immigration, je termine, j'étais trop lent, vous voyez, nous avons colonisé ces pays-là. Et après la colonisation, et là où je rejoins Français, on n'a rien fait dans nos comportements commerciaux avec ces pays-là. On a continué à les exploiter d'une manière néocoloniale. C'est normal qu'il y ait, depuis 30 ans, moi je dis que de l'Afrique du Nord, on va avoir un flux vers l'Europe, c'est normal. Hein. Ce qui nous intéresse, pourquoi on aide les pays africains, les responsables politiques corrompus? On sait qu'ils sont corrompus, qui ne distribuent pas l'argent qu'on leur donne, hein, à leur peuple. Et on continue. Non, il y a quelque chose à revoir dans notre diplomatie.
Alors je vais citer deux ouvrages, Occident et Islam, sorti chez Sigest, un ouvrage de Youssef Indy, qui parle justement des liens que vous avez évoqués, des liens américains, enfin de l'influence américaine sur la mouvance, on va dire, islamiste d'Arabie Saoudite à partir des années 50. Avant, elle était plutôt anglaise, cette influence. Justement, il faut se rappeler que les documents du MI5 et du MI6 ont été déclassifiés et que les frères musulmans égyptiens sont une production étatique des services anglais pour freiner le développement des contestations sociales. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des liens avec le wahhabisme et à la fois des liens avec le courant réformiste. Mais pour une raison très simple, c'est aucune réforme. Ça, c'est une idée que Tariq Ramadan veut dire de son grand-père, que c'est un grand réformiste. Il n'est pas réformiste du tout. C'est le plus intégriste des intégristes. Je suis prêt à discuter de ça texte à la main. Les épîtres de Hassan al-Banna. Le second ouvrage, c'est 56, un ouvrage qui va sortir donc, dans quelques jours, une semaine environ. Un ouvrage de Jean-Louis Isambert, donc sur 56, c'est le nombre de personnalités qu'il a épinglé dans son livre, de personnalités du Parti Socialiste. Il en avait fait un avant plutôt sur le MP, enfin il faut dire les Républicains maintenant. Et donc des liens de personnalités qui ont des liens avec la mouvance islamiste terroriste. Voilà, donc c'est un bouquin à mon avis qui va faire couler pas mal d'encre. Et voilà, est-ce qu'il va y avoir des procès ou pas? Je vous en reparlerai, on fera une interview en exclusivité avec le cercle des volontaires, je l'annonce dès maintenant. Francis Cousin, vous vouliez réagir? Il faut toujours partir dans la longue durée, parce que par-delà l'imposture médiatique et par-delà tous les spectacles du faux qui sont mis en mouvement, c'est la longue durée qui permet de comprendre justement les dialectiques qui font l'histoire profonde. Tout le monde se rappelle dans les années 75, dans les années 70, OLP, FPLP, FDPLP, et à la marge des contestations radicales, même sur la mouvance marxienne. Le retour de l'islam n'est pas quelque chose de spontané qui a été parachuté comme ça par un beau matin. Ce sont les services spéciaux étatiques qui, dans le laboratoire du gouvernement du spectacle mondial, le gouvernement du spectacle mondial, ont mis en marche le retour à l'islamisation. Pourquoi ? Parce qu'il y a effectivement une dialectique de correspondance entre le judéo-protestantisme américain et son apologie du temps immobile de la marchandise triomphante, et l'islamisme du temps immobile. Qu'est-ce qui pourra être le plus intégrable à la consommation statique des génuflexions de la galerie marchande que le type qui vient d'une temporalité fermée sans contestation sociale? Aujourd'hui, dans les banlieues, on regarde l'horizon américain du consumérisme abrutissant comme un nouvel Eldorado. Il n'y a pas de contestation sociale dans les banlieues. Dans les banlieues, en 2005, on a mis le feu parce qu'on voulait de la thune, pas parce qu'on voulait abolir le salariat. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à un premier niveau, le gouvernement du spectacle mondial de l'Empire américain, qui a fait de chaque État européen une duplication servile de son ordonnancement. Il n'y a plus d'État européen. Chaque État européen est une courroie de transmission du gouvernement du spectacle américain. Aujourd'hui, le gouvernement du spectacle américain veut détruire l'agriculture française. Il y aura bientôt plus de paysans. Il veut détruire l'industrie. Le TAFTA, on est en dernier point de digestion. L'ordre américain va avaler sa vassalité européenne. Et le chaos migratoire est la dimension supérieure qui va hétérogénéiser l'espace social. La société pluriculturelle est une société pluriconflictuelle sans conscience sociale radicale. L'hétérogénéité des populations qui vivent à côté ne peut jamais produire un mouvement d'ensemble de subversion sociale. C'est le nec plus ultra de la domestication capitaliste, avec des ghettos ethniques. Debord l'écrivait en 85. Nous sommes en train de devenir des péri-américains avant de devenir des serviles américains totaux. La société pluriethnique, le fast-food de merde, le musulman dans son coin, le mec qui est plus ou moins laïcard, on veut créer une société hétérogène et il faut le chaos migratoire parce que le chaos migratoire va créer des juxtapositions. Et on va nous dire que ces juxtapositions sont des richesses, oui, des richesses consommatoires de la servilité marchande. Et c'est ça qui est en jeu. Et c'est pour ça que tous les MEDEF d'Europe, j'ai une correspondante belge qui m'a envoyé un mail incroyable. Alors vous avez tous les gauchos bobos sur la place Alexandre, accueillons les immigrés, et le patronat belge avait la plus belle tente. La plus belle tente. Il faisait du pré-recrutement.
On a vu aussi, il y avait Sodexo et différentes entreprises du Donc, CAC 40 qui proposaient des... La mondialisation, c'est la cocalisation. Alors ça nous permet d'enchaîner un petit peu d'embrayer. Plus tu entres dans le système. S'il vous plaît. Je termine juste. La conscience révolutionnaire dit à bas la grande déportation. Vivons ici et maintenant une vie humaine. On est en train de piller l'Afrique, et pour piller l'Afrique, le seul avenir que l'on donne aux Africains, c'est de fuir vers le nord. Comme ça, toutes les multinationales vont pouvoir piller l'Afrique. Je veux dire qu'il n'y a rien de plus abominable, disait Marx, que de poser comme avenir humain la grande déportation. Il faut que les Africains se battent avec des solidarités ouvrières et paysannes européennes pour transformer leur vie là-bas. L'Afrique n'est pas destinée à devenir un désert pour les multinationales. C'est une aberration. Alors, ça me permet d'embrayer un petit peu sur la deuxième partie du débat. On va un petit peu plus réfléchir peut-être aux conséquences. Parce qu'on a pas mal analysé les causes, notamment géopolitiques, de ce qui se passe actuellement. Parce qu'il ne faut pas oublier que voilà, c'est malgré les grands discours sur Marx, le capital, etc., c'est vrai qu'il y a des êtres humains qui arrivent en permanence dans des conditions dramatiques, et qui fuient des situations elles-mêmes dramatiques. Et créer. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on va faire collectivement, qu'est-ce qu'on peut faire individuellement ou collectivement. Je suis assez heureux qu'on n'ait pas eu effectivement ce soir autour du plateau des positions trop extrêmes. Hier soir, il y avait une manifestation du SIL, donc le collectif Souveraineté, Indépendance et Liberté, qui a appelé à manifester. Donc il y avait plusieurs groupes différents, dont Action Française, je crois, et différents. Et ils manifestaient donc contre l'arrivée d'immigrés. C'est pour ça que je voudrais préciser 2-3 petites choses. C'est vrai que l'immigration, c'est un phénomène naturel. Il y a toujours eu de l'immigration humaine depuis la nuit des temps, je pense. Malgré vos dénégations, elles ne me convainquent pas. Vous aurez la parole pour me convaincre, mais il faut plus que des dénégations pour me convaincre. Et je pense que c'est un phénomène naturel qui s'amplifie avec le temps, dans le sens où, avec les techniques, et notamment aujourd'hui avec l'ère des communications, des transports, forcément il y a une immigration économique, l'immigration choisie, on va dire, et puis malheureusement, avec la multiplication des drames humains, qui soient d'origine catastrophe naturelle, ou que ce soit suite à des guerres ou à des choses d'origine humaine, il y a malheureusement également de plus en plus de réfugiés, des gens qui fuient une situation catastrophique. La solution la parole, elle sera à Pierre-Henri, qui a été moins bavard que vous deux. Je vous remercie d'ailleurs, parce que il n'y a rien de plus embêtant que des invités qui ne parlent pas. Je ne parle pas pour vous, mais c'est vrai que c'est bien de pouvoir respecter un peu de tour de parole, et je vais rétablir un petit peu l'équilibre en vous donnant la parole. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Non, mais d'abord, il faut peut-être rappeler aussi aux internautes que le phénomène migratoire est tout à fait mesuré et marginal sur cette planète. 3% de la population mondiale migre. Ça veut dire que la règle du jeu sur cette planète, c'est la sédentarité. 97% de la population mondiale aspire à vivre chez elle, près de ses racines, ses amours, ses biens, etc. Et que, en règle générale, on ne migre que contraint. Il faut rappeler également que sur ces 3% de la population mondiale qui migre, c'est une proportion qui n'a pas varié depuis 1960. Les flux sud-sud sont équivalents aux flux sud-nord. Donc il y a quelques réalités comme ça qu'il est tout de même utile de rappeler face aux images qui montrent une déferlante et qui sont très mensongères. Évidemment, la réalité qu'on nous envoie des frontières européennes aujourd'hui font penser qu'il y a un déferlement permanent, un envahissement. Il n'en est rien. La première règle de la migration, c'est une règle donc de sédentarité pour la population mondiale. La deuxième règle, c'est une règle de proximité. En règle générale, on migre à proximité de chez soi. C'est-à-dire, quand il y a un conflit, où va-t-on? Bien, regardez pour les Syriens, on va au Liban. Un tiers de la population aujourd'hui est réfugiée au Liban. On va en Jordanie, on va en Turquie. Voilà la réalité. Vous prenez n'importe quel conflit, vous verrez que d'abord, c'est en proximité. Pareil pour les Libyens, ils sont massivement en Tunisie, on en parle très très peu. Bien sûr, près d'un million de Libyens sont entrés en Tunisie. Bien, et puis à côté et puis il y a des migrations qui répondent à des logiques
différentes. Il y a les migrations qui sont celles du refuge, qui obéissent à des protections internationales. La Convention de Genève est là pour ça, elle a une portée universelle, elle oblige les États qui l'ont signé. Et puis il y a des migrations familiales, il y a des migrations économiques, et on n'est pas obligé de tout mélanger. Et par rapport à l'Afrique, bien sûr qu'il y a une relation asymétrique entre les pays européens et la plupart des pays africains. Spécialement la France. Oui, le français, mais pas simplement la France. Pas simplement la France. Et puis, il y a une difficulté qui se pose à tout le monde, et d'abord aux États africains, qui renvoie à un problème de gouvernance, qui renvoie à un problème de nature du développement et à un problème de sécurité. Et cette combinaison gouvernance, nature du développement, sécurité, pose de grandes questions aussi à l'Europe. Par exemple, si on prend la zone sahélienne aujourd'hui, c'est une zone qui est potentiellement explosive. Pourquoi? Parce qu'elle combine deux éléments. Le plus fort taux de fécondité par femme dans la région et le taux de pauvreté le plus élevé au monde. Vous regardez, vous prenez le Mali, vous prenez le Niger, le Tchad, et vous vous projetez dans 20 ans. Imaginez que le Mali, qui doit avoir aujourd'hui 16 millions d'habitants, on aura à peu près 42 millions, et que manifestement les perspectives de croissance et de développement ne sont pas là. C'est donc évidemment une perspective très inquiétante pour la suite, et qui nous renvoie à des politiques équilibrées, économiques, de développement, qui me paraissent nécessaires. D'autant plus inquiétante que le Mali, l'Occident a complètement détruit son agriculture vivrière. Bien sûr, le FMI, le coton, donc, le FMI a largement contribué à la déstructuration de l'économie. Encore les capitalistes. Ça, c'est évident. Mais je crois qu'il faut faire aussi une distinction dans les migrations. Et puis, les États, il me semble, ont le droit de dire qui entre, comment ils rentrent, et puis de donner une priorité à la protection des personnes qui fuient les persécutions, les guerres. D'abord parce que nous sommes en démocratie, et qu'en démocratie, il faut, je le rappelle, convaincre quand même le plus grand nombre de la nécessité d'accueillir. Et donc, je pense que dans cette période, il y a des pédagogies à faire, et dire aujourd'hui, oui, il y a une priorité à donner en Europe pour accueillir les réfugiés, me paraît non pas relever d'un spectacle, d'une organisation du chaos, d'une hétérogénéisation de la société, mais simplement d'un projet humaniste qui est à la base même de nos sociétés. Voilà, c'est aussi simple que cela. Et puis je rappelle que l'accueil, il est temporaire, que tous les réfugiés a priori ont une vocation à retourner dans leur pays si celui-ci revient à meilleure fortune, mais bien évidemment il y a la vie, et si le conflit dure, ils resteront parce que leur vie se sera fait ici, mais la perspective c'est d'abord celle du retour, et tous les réfugiés vous le diront. Donc je crois qu'il faut faire attention et mesurer ses propos. Enfin, je pense que dans la dernière période, ce que nous avons aussi assisté, ce à quoi nous avons assisté en Europe, c'est d'abord au spectacle de la chancelière Merkel, qui a fait de la politique, et qui, après l'épisode grec, qui était quand même très mal passé vis-à-vis de l'opinion publique, eh bien, a pris le leadership moral en Europe, en disant quelques phrases fortes du style si je dois m'excuser d'aider, alors ce n'est pas mon pays. Alors on me dira que bien évidemment il y a des besoins pour le patronat, etc., qu'il y a une courbe démographique qui est pas bonne, et qu'il fallait faire venir puissamment un certain nombre de migrants, et si possible les plus formés de Syrie. Je dis simplement que Mme Merkel a bougé les lignes en Europe, y compris celle de sa famille politique, et qu'aujourd'hui elle a quand même quelque peu sauvé l'honneur de l'Union européenne, et que pour ça
d'une certaine manière, l'Allemagne m'agace. Non, elle ne m'agace pas. Je crois que je la jalouse par ses prises de position qui sont tout de même assez courageuses. Alors dans un autre sens, il y a eu Lech Walesa, je crois, c'était récemment, qui a déclaré que parmi les migrants qui arrivaient dans son pays, j'aime pas trop le terme de migrants, les immigrés qui arrivaient dans son pays, il y avait des gens qui étaient là pour décapiter. Alors c'est quand même un prix Nobel de la paix, donc on a tout type de réaction, on a droit à tout type de réaction en ce moment. Écoutez, c'est pas faux, hein. Écoutez, je peux prendre la parole là? Alors ouais, justement, c'est les conséquences. Il y en a certains parmi les Français qui craignent que parmi les migrants, il y ait des terroristes. Moi, je vais vous apporter. Vous avez dit tout à l'heure que les services de sécurité veillaient sur tout, donc nous sommes en sécurité. Visiblement, vous avez dit tout à l'heure 856. Il faudrait savoir, les attentats, ils ont eu lieu quand même. Mais il me semble que ce n'étaient pas des gens qui étaient embarqués, c'est y compris des compatriotes, et y compris des gens qui se sont convertis. Alors arrêtons de nous raconter des histoires et de nous faire peur. Attendez, où suis-je? Il ne s'agit pas de vous faire peur. Où suis-je là? Mais est-ce que je peux... Ouais. La solution de ces émigrés est pour moi très simple. Archi simple. Formidable. Je vais vous dire. D'abord, ces gens sont dans les camps. Comment ça se fait qu'au bout de 4 ans, c'est maintenant qu'on a ce flux? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gens ont compris que le monde entier ne voulait pas résoudre le problème syrien. C'est que de plus en plus Daesh remportait des victoires alors qu'on nous disait que la coalition à la tête de laquelle était l'Amérique avec les armements les plus modernes n'a pas vu toutes les jeeps militaires et l'avancée vers Palmyre et on avait peur de bombarder, de peur de toucher des civils alors qu'on était dans le désert. Non mais qu'est-ce que c'est? On nous prend pour des veaux ou quoi? Voilà. Alors, durant ces 4 ans, la Turquie a vendu des armes, armé les rebelles, accueilli ces réfugiés. Dans les camps de réfugiés, il y a des familles... Attendez, laissez-moi finir. Pas seulement, qu'est-ce que vous voulez dire? Mais pas seulement dans les camps. Pas seulement dans les camps, il y a 300 000 réfugiés dans les camps en Turquie. Le reste vend sa force de travail au tiers des prix pratiqués sur le marché local. Ça, le ruban frontalier, c'est là où se trouvent tous les camps de réfugiés. C'est un territoire syrien, historiquement. Ceux dont vous parlez, c'est les têtes de la rébellion qui sont payées par le Qatar. Ils sont à Gaziantep, cette ville. Les usines d'Alep, les ateliers d'Alep, au nombre de 3000, ont été démontés, pillés par les Turcs montés de l'autre côté. Parce que Alep faisait concurrence dans ses produits textiles et autres à la Turquie. Si aujourd'hui, voyez-vous, la France, l'Europe, dit à la Turquie, on arrête les vivres de notre collaboration, partenariat avec l'Europe, c'est des milliards. Là, moi, je ne crois pas à l'essor turc, au génie, ce sont des aides. C'est les sanctions contre l'Iran qui ont fait que la Turquie ait un chiffre de croissance à 2 chiffres. Si on dessèche la source en Turquie, mais ces gens-là vont rentrer. Si on nous dit, et c'est là où j'ai grand espoir, on peut dire, mais dans leur pays. C'est-à-dire? Mais en Syrie, où voulez-vous qu'ils y aillent? Maintenant, vous me dites les pays de proximité. C'est vrai, mais pourquoi ils viennent en Europe, ils ne vont pas en Arabie? Pourquoi on nous dit ces gens-là sont anti-Assad? Alors que c'est complètement faux. Quand il y a eu les élections au Liban, il y a plus de 140 000 qui ont été à Beyrouth, qui ont bloqué la circulation. Arrêtez de dire des mensonges dans les médias. Qu'ils aillent au Qatar. Pourquoi vous savez quelles sont les déclarations du prince du Qatar? Nous avons assez d'esclaves. Nous avons assez d'esclaves, nous ne voulons pas d'esclaves supplémentaires. C'est ça. Vous êtes en train d'expliquer que 2 millions de personnes réfugiés en Turquie sont en réalité instrumentalisés, voire plus de manière consciente, les masses de manœuvre de Daesh. Non, je n'ai pas dit ça. Ouais, il y a une partie. Il y a une partie d'Al-Nusra. Il y a 80 groupes islamistes. Il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans. Mais la réalité n'est pas celle-là. Aujourd'hui, vous connaissez la réalité de 2 millions de réfugiés en Turquie. Oui, alors je vous laisse en parler. Oui, je la connais. Je la connais, la réalité. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui fuient vers l'Europe
sont ceux qui ont quelques moyens encore et qui sont en règle générale très diplômés, qui sont des gens libres, qui sont des gens éduqués. Pour arriver parce que là le débat commence à devenir un petit peu houlé. J'ai une question justement. Non, mais comment ça se fait que ce soit vivant, hein, j'ai une question. On n'est pas à la télé ici. J'ai une question toute simple. Pourquoi est-ce que tout à coup ces gens qui ont décidé d'immigrer en Europe, les dizaines de milliers qu'on a vus. Parce qu'on marie leur fille à 10 ans. Attends, Bassam, s'il te plaît, j'ai pas terminé ma question. Il n'y a pas de statut personnel. Je n'ai pas terminé ma question. Ne réponds pas à ma question, j'ai pas terminé ma question. Je voulais juste te demander d'où vient leur argent. Parce qu'on sait que pour arriver en Europe, il faut payer des passeurs, ça coûte très cher. Pourquoi ces millions de réfugiés, bon, ils sont peut-être quelques dizaines de milliers ou quelques centaines de milliers à mais vous n'imaginez pas ils n'avaient pendant 3 ans ou 4 ans ou 2 ans, ils n'avaient pas d'argent et là tout à coup ils auraient l'argent. Bon, parce que les gens qui sont... Et pourquoi ils décideraient à ce moment-là tous au même moment de partir? Pourquoi tous au même moment? Écoutez, c'est des gens qui sont depuis longtemps dans les camps, depuis trop longtemps dans les camps, ou laissés livrer à eux-mêmes. Et souvent dans une situation d'exploitation, de soumission en Turquie, qui vivent des situations extraordinairement difficiles au Liban et qui ont quelques ressources encore de côté qui leur permet tout simplement de payer le passage et avec des sacrifices d'une partie de la famille. Et ceux qui fuient et ceux que l'on accueille aujourd'hui sont des gens libres, sont des gens éduqués, sont des gens modérés qui fuient Daesh, et qui sont nos alliés. Et ceux que nous accueillons aujourd'hui, c'est ceux-là, les gens que nous accueillons. Là, alors, parce qu'il faut vraiment faire attention. Comment ça se fait qu'ils décident de tous partir en même temps? Mais parce qu'il n'y a pas de perspective, de retour à une situation normale en Syrie. Et qu'au bout de 4 ans, tous les réfugiés, d'abord, s'ils vont en proximité de la zone de conflit, c'est qu'ils espèrent que le conflit ne va pas durer, qu'ils vont pouvoir rentrer rapidement. Là, manifestement, il n'y a pas de solution immédiatement visible. Et il n'y a pas de solution de reconstruction dans les premiers pays d'accueil. Alors que faut-il faire? Il me semble qu'effectivement, il faut travailler sur une sortie de crise en Syrie. Et ça passe par une alliance avec le clan Bachar, manifestement, ou en tout cas le clan Bachar fait partie de la solution. Et deuxième élément, il faut aider les pays d'accueil, de premier accueil, parce que la Grèce, l'Italie, les pays de premier accueil, la Turquie, la Jordanie, le Liban. Et puis il faut prendre notre part du travail en accueillant un certain nombre de personnes et de façon mesurée. Nous sommes quand même 508 millions d'habitants. Si nous agissons de manière responsable et solidaire, je pense que nous pouvons le faire sans trop de dommages. D'après vous, c'est juste le manque de perspective? Un certain nombre de personnes en même temps se sont rendues compte qu'il n'y avait vraiment pas de perspective en même temps. Alors, moi, si je me permettais de poser cette question, oui, bien sûr, Francis, ça fait un moment que vous n'avez pas eu la parole. Je mentionne une vidéo de KLA TV, KLA.tv, une télévision internet autrichienne qui a publié une vidéo d'une demi-heure dans laquelle ils expliquent que de sources de renseignements autrichiennes, il y aurait eu des passeurs payés par des agents américains. Enfin, des agents de nationalité américaine. Est-ce qu'ils travaillent pour le gouvernement américain? C'est autre chose. On peut être de nationalité américaine sans pour autant travailler pour son propre gouvernement. Voilà, donc c'était la petite parenthèse. Francis, vous voulez y Alors j'ai plein de choses à dire parce que vous m'avez posé plein de questions. Alors la première question, le problème des migrations. Vous avez un ouvrage majeur qui a été publié aux presses universitaires de France par le plus grand spécialiste de démographie et de migration qui s'appelle Dupaquier. C'est 6 énormes volumes publiés au PUF. C'est tout le travail de Dupaquier. Dupaquier vous montre qu'il n'y a pas de migration à la terminaison des invasions germaniques en 500 jusqu'en 1860. Les premières migrations de 1860... Alors, vous avez bien évidemment de temps en temps des Espagnols et des Italiens qui se baladent, etc. Mais le migratoire, saut qualitatif réel, ce sont les sociétés minières patronales qui, pour casser la lutte des classes, l'organisent. Les hommes ne sont pas des oies sauvages ni des cigognes. Il n'y a pas de cycle de migration naturelle, ça n'existe pas.
Les hommes migrent quand il y a un saut qualitatif de catastrophe historique ou un devenir à un moment donné qui rend nécessaire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la migration et les immigrés, même si le laboratoire social du capital, c'est-à-dire la gauche du capital et l'extrême gauche du capital, s'en sont fait effectivement les grands adulateurs, ça ne correspond absolument pas à l'histoire du mouvement ouvrier radical. Marx, le 13 juin 1871, alors qu'il y a une grève des menuisiers de Newcastle, apprend que des pauvres Belges arrivent. Marx, qui écrit lui-même, c'est une politique complètement réactionnaire qui vise à casser les luttes de classe. Nous demandons à nos camarades belges de tout faire pour stopper l'immigration. L'humanitarisme, ça n'existe pas. Nous sommes dans une société où la tyrannie marchande est triomphante. L'humanitarisme, c'est toujours l'humanitarisme de la marchandise. Quand la société du spectacle marchand aime les êtres, c'est parce qu'elle veut les valoriser. Aujourd'hui, vous avez au Yémen une guerre d'extermination sur les Houthis. Si l'humanitarisme n'existe pas, comment faire de l'humanitaire alors? Alors, je veux dire que Pierre-Henry est un homme que je considère honnête. Tant que le spectacle de la marchandise et la tyrannie du capital fonctionnera, ses arrière-petits-enfants pourront prendre la suite. C'est un cycle d'infinité. Il y aura toujours, tant qu'il y aura du capital, des pauvres migrants exploités et balancés sur les routes. Le problème, il n'est pas de dire qu'il n'y a pas de souffrance. Le problème, il est de dire que cette souffrance n'intéresse les médias qui représentent la tyrannie médiatique du capital que quand ça rentre dans les plans objectifs de valorisation capitaliste. Les outils du Yémen, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. On aura bientôt des migrants du Yémen. Hein. Je veux dire que vous avez posé tout à l'heure la bonne question. Les réfugiés qui arrivent là, ils existaient il y a 10 ans. Il y a 15 ans, au Zaïre, on exterminait les Congolais. Tout le monde s'en foutait. Non, ils arrivaient en Oui, France, non, mais enfin... en France, en Europe. Oui, mais bon, il n'y avait pas la grande vague. La grande vague c'est un peu plus difficile. La grande vague dont vous parlez aujourd'hui, elle existe sur un terrain qui n'est pas neutre. Nous ne sommes ni au paradis, ni à 5000 lieues sous les mers. Nous sommes dans une histoire sociale qui est celle du capitalisme. La valeur suprême du capital, c'est la rentabilisation. Tout ce qui est humanitaire rentre dans le champ de valorisation capitaliste. Quand le capital vous montre une souffrance, c'est parce que cette souffrance doit être intégrée dans le processus de domestication et d'assujettissement des hommes. Et attendez, moi je vais vous poser une question. Non, mais votre démonstration, je veux juste vous poser une question. Bien, alors, avec cette démonstration, en fait, vous faites quoi? Vous faites comme Marx qui écrit à ses camarades. Voilà. Parce que ça va tuer les luttes de classe. D'accord. Vous stoppez l'immigration parce que ça va tuer les luttes de classe, qui sont déjà pas mal ébranlées. Hein. Grâce. Très bien. Et donc, vous faites quoi aux frontières de l'Europe? Vous faites comme M. Orban? Non, pas du tout. Vous demandez à l'armée de tirer? Pas du tout, je vais y venir. Alors... Vous avez incidemment à la périphérie parlé de choses obscures que les médias ne nous développent pas beaucoup sur les filières. Mais de la même manière qu'il y a des filières djihadistes étatiques qui sont organisées industriellement par l'appareil d'État. Nous avons aujourd'hui des filières de recrutement et de passeurs qui ne sont pas artisanales, mais qui sont industrielles et qui participent de l'appareil d'État. De la même manière que l'État français, larbin de l'ordre américain, a tué Kadhafi. De la même manière qu'ils ont voulu foutre un bordel gigantesque en Syrie. Ils se disent pas, oh tiens, c'est curieux, maintenant il y a du monde qui arrive. C'est parce qu'ils savaient qu'il y avait du monde qui allait arriver que ça a été organisé. On a détruit la Libye et on a foutu le bordel au Moyen-Orient parce qu'on organise le chaos migratoire pour effectivement bordéliser l'Europe qui doit être digérée par l'impérialisme américain et dans le même temps, effectivement, on organise tout ça pour casser le coût du travail. Alors maintenant, on fait quoi? Alors c'est très simple. Il y a un terrain qui est clair. Moi, je me bats pour une communauté humaine radicale, pour l'émancipation humaine, ici et là-bas. Je ne vais pas dire aux gens, étant donné que là-bas, c'est horrible, venez tous ici, d'autant que vous êtes manipulés par le capital, c'est mettons en marche des solidarités radicales, non pas pour des développements capitalistes locaux, mais pour des véritables solidarités de lutte de classe intransigeante, pour remettre en cause la racine de tout. Il y a deux solutions. L'utopie, c'est pas de dire il faut abolir l'argent. L'utopie, c'est de croire qu'on va accueillir, soigner, mais on y sera encore dans 10 000 ans. Hein. Dans 10 000 ans, si on garde l'argent, on aura toujours des pauvres bougres qui, sur des rafios,
gigoteront et viendront. Pendant la guerre du Vietnam, pendant la guerre du Vietnam, c'était autre chose que la Syrie et c'était autre chose que la Libye. C'était des gigantesques massacres. Il n'y a pas eu de fuyards. Les boat people, c'est après. Pourquoi? Parce que quelles que soient les conditions d'existence d'une opération militaire, les gens ne partent que si on organise leur départ et qu'on canalise par des filières ce départ. Les boat people, c'était à la fin. C'était pas pendant les grands massacres. Et si aujourd'hui on a ce grand chaos migratoire organisé, c'est parce qu'il est la touche finale du grand bordel américain de vassalisation de l'Europe. Les types sont pas partis comme ça un beau matin. Allez, on va par là. On a les filières. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le chaos migratoire, c'est le point supérieur des révolutions oranges. Les révolutions oranges ont été une gigantesque manipulation de l'ordre américain. En Ukraine, on a essayé en Biélorussie. Le printemps arabe, il n'a jamais existé. C'est un travail complètement factice, organisé par les services. C'est une fable étatique, le printemps arabe. Et aujourd'hui, le chaos migratoire, c'est quoi? C'est la phase ultime d'écrasement de l'Europe par l'impérialisme américain. Alors bien évidemment, si je vois un mec là qui est devant moi sur un carton, mais j'en vois des milliers sur des cartons. Il y a 200 000 SDF en Europe, minimum. Alors là, maintenant, on est dans la concurrence des précarités, dans la concurrence des publics. Non. Ce qui m'effraie dans votre discours, c'est que finalement, il est très proche de celui de l'extrême droite. Non. Mais si, c'est exactement la même thématique que vous portez aujourd'hui, à travers une logorée absolument une culture, mais vous portez exactement la même thématique de refus. Les paysans se suicident. Les paysans se suicident. Vous êtes sur les paysans théorie du remplacement. C'est la réalité. C'est ce qu'a dit Merkel. Voilà. Il faut Bravo. Merkel a dit il faut remplacer. Formidable. Vous avez depuis des décennies des paysans qui se suicident, des ouvriers qui sont dans la misère. Vous avez vu les grandes vedettes du showbiz médiatique proposer aux maires de donner 1 000 € pour les accueillir? Moi, je vois dans mes rues, dans le 15e arrondissement, des gens qui sont dans une misère noire. Je vois des gens qui sont pratiquement à poil sur des cartons. Ils ont mobilisé qui? Vous avez vu des photos de ça? Si je peux intervenir, je vais donner la parole à Bassam, mais juste, c'est vrai qu'il y a d'un côté, on peut pas... C'est-à-dire que c'est comme je regardais une vidéo hier, il faut à la fois s'occuper du drame de ce qui se passe en Syrie, enfin des réfugiés de guerre, il faut s'en occuper, mais en même temps il faut s'occuper de la cause animale. Il n'y a pas de concurrence entre les différentes causes. La cause animale, par exemple, la souffrance animale. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas sur l'humain et sur éviter la concurrence des précarités. Je suis d'accord avec vous. Attendez, s'il vous plaît, j'interviens juste à ce moment-là. Il faut des politiques publiques en matière de solidarité, et la solidarité, ça repose sur l'impôt comme expression d'une volonté collective d'une nation, ça s'organise. S'il vous plaît, je voudrais juste souligner une chose, c'est-à-dire que d'un côté philosophiquement, il ne devrait pas y avoir de concurrence entre les solidarités. C'est-à-dire qu'effectivement, une solidarité avec les SDF, c'est important, une solidarité avec les réfugiés, c'est important. Il ne devrait pas y avoir de solidarité, en tout cas philosophiquement. Philosophiquement, il n'y a pas de hiérarchie. Il faut s'occuper. C'est important. Mais je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas de hiérarchie, mais c'est le capital qui met la hiérarchie. Le capital a dit les réfugiés d'abord. C'est la deuxième chose que je voulais dire, c'est-à-dire que d'un côté philosophiquement, donc il n'y a pas de hiérarchie. Par contre, il y a aujourd'hui, on n'arrête pas de nous dire que l'État est endetté, qu'il y a une dette publique, qu'on a de moins en moins de budget pour aider telle ou telle catégorie de citoyens. Mais arrêtez, mais c'est quoi cette histoire? Aujourd'hui, l'État français a promis 279 millions pour l'aide aux réfugiés, dont 190 millions proviennent de la Commission européenne. Pendant ce temps-là, l'Allemagne, elle, prévoit un véritable plan d'investissement à hauteur de 6 milliards d'euros parce que c'est normal. Les Allemands... C'est un peu fallacieux ce que vous dites, non, c'est fallacieux, je vais vous expliquer pourquoi. Oui, c'est des vrais chiffres, mais c'est fallacieux. Parce que la France reçoit tant de l'Europe, d'accord, mais la France donne plus à l'Europe qu'elle en reçoit au global. Oui. Donc dire qu'elle reçoit tant de... C'est vrai que l'Allemagne donne plus, c'est vrai que l'Allemagne donne plus. Mais l'Allemagne donne plus parce qu'il y a aussi beaucoup plus. C'est pas qu'elle donne plus, c'est qu'elle s'organise, c'est qu'elle prévoit. Et elle a effectivement un plan. Et un plan d'investissement, on simplifie les normes en matière de logement, on prévoit, et les Allemands prévoient 1500 classes d'adaptation pour les enfants pour parler allemand. Nous ne sommes pas du tout dans la même dimension. Alors, la vraie question, elle est
les contraintes budgétaires qui pèsent notamment sur le social depuis très longtemps et que pour ma part je dénonce, et je suis de ceux qui disent qu'aujourd'hui, par exemple, il faudrait sortir les dépenses humanitaires ou les dépenses liées à l'accueil et à l'intégration de ces populations des critères de Maastricht, parce que voilà, nous faisons un certain nombre d'efforts sur cette question, et franchement, je pense que les politiques publiques doivent s'attaquer à la précarité dans tous ses aspects pour toutes les populations. Et donc, ça suppose là aussi une véritable volonté politique. La vraie volonté politique, c'est peut-être de changer de politique économique. Hein pas simplement économique. Est-ce que je peux parler écoute, ça fait un bon moment que tu me brimes. Okay. Je vais me révolter en bon syrien. Avant de subir ta révolte. Alors, pour ce qu'a dit Pierre-Henri, il y a des choses très justes. Par exemple, qu'il faut rétablir le contact avec Assad. Je ne vois pas pourquoi nous autres, Européens, on déciderait du sort d'un président élu d'une manière légale. C'est au peuple syrien d'en décider. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a reconnu une coalition qui n'a aucune légitimité. Est-ce que ces gens-là ont été élus? Elle a la légitimité de l'ordre américain. Exact. C'est important. D'abord, c'était le Conseil national syrien, puis Clinton est intervenu, elle a appelé Hollande, elle a dit non, on va faire une coalition. Le Conseil national syrien n'a pas voulu, on lui a dit si vous ne voulez pas, vous êtes exclus, vous n'avez plus de sous, on coupe. Alors non, on veut rentrer. Et c'était 70% d'islamistes là-dedans. Pour revenir à l'Allemagne, il y a un déficit démographique en Allemagne. Et l'économie allemande se porte mieux que l'économie française. Donc, pour revenir aussi, vous avez parlé d'une main-d'œuvre bon marché qualifiée. Et malléable. Je vous rappelle que par rapport à la population syrienne, si on compare le nombre de médecins qui sortaient en Syrie, la Syrie produit plus de médecins que la France. On avait 5 facultés de médecine qui tournait à fond. D'ailleurs, même avant cela... Vous n'aviez pas de numerus clausus. Pas du tout. C'est... Alors, on veut des médecins orientaux et africains qu'on paye 2 fois moins cher dans tous les hôpitaux. Exactement. C'est le patronat. Donc, vous voyez, maintenant, venons par exemple à... Je laisse la Turquie, prenez la Jordanie. L'erreur n'est pas de politique économique. L'économie suit la politique générale. Quand la France a décidé de détruire la Syrie, de participer. Par exemple, la première chose qui a été dite, on va installer un hôpital en Jordanie. Je vous assure, j'avais des amis, cet hôpital est resté vide. C'était tout simplement pour pousser les gens à quitter qu'il y a un vrai problème. Tout le monde croyait qu'Assad allait tomber, puis voilà, ils sont embourbés, Assad ne tombait pas. Voilà. Moi, j'ai grand espoir. Poutine a compris que l'Amérique voulait lancer l'Europe contre l'Ukraine, avec l'Ukraine contre la Russie. Celui qui a stoppé cela, c'est Merkel. Elle a compris que économiquement, si elle se lançait dans une guerre, l'Europe est perdante, et a commencé par l'Allemagne, voyez-vous. Alors, pire, Poutine, ayant compris la situation, après les déclarations de notre président qu'il fallait neutraliser Assad, à double entente, neutraliser dans le langage, ça peut être la liquidation physique. Vous me dites, oui, mais c'est, vous savez, le passé des socialistes, on a voulu neutraliser Nasser en 1956, mais on n'a pas réussi. Il y avait quelqu'un qui était envoyé pour l'assassiner, et ça n'a pas marché. Il y a eu le contact, on n'avait pas les contacts d'aujourd'hui. Bon. Suite à cela, donc, ce que fait Poutine aujourd'hui, c'est qu'il dévoile tout ce jeu de Daesh au Proche-Orient. Il leur dit c'est une mascarade. 4500 sorties, c'est rien du tout. Regardez les guerres entre l'Égypte, la Syrie et Israël. 4500 sorties, c'est une histoire d'une semaine. Ça fait plus d'1 an qu'ils sont là. Qu'est-ce qu'ils font? C'est que, comme je vous ai dit, cette immigration, là je donne raison à Francis, c'est vrai, c'est une main-d'œuvre. L'ouvrier syrien, vous pouvez demander, c'est un ouvrier spécialisé, consciencieux,
D'ailleurs, l'économie syrienne n'avait aucune dette. Hein? Où sont les 300 milliards de Kadhafi? Plus personne n'en parle. La Syrie n'a pas de milliards à l'étranger. Elle vivait en autarcie. C'est ça, c'est que c'est un pays qui s'oppose à la mondialisation. Alors vous me direz, oui, mais toute cette histoire d'Assad, de clan alawite, mais c'est des fables que vous racontez. Pourquoi à l'époque de Saddam, vous n'avez pas dit que Saddam était sunnite et que c'est un clan sunnite qui gouvernait l'Irak? Vous voyez pourquoi quand il y a eu en 82, on a arrêté, on a maté la révolte des frères musulmans, personne n'a soufflé mot. On avait besoin d'Assad. Vous voyez, l'Occident doit battre ça parce que on est fautif là-dedans. Et je donne raison, moi, à mes deux collègues interlocuteurs. C'est vrai, ils ont chacun... Bon, il y a un appareillage méthodologique, philosophique, rigoureux qui analyse. Et je crois qu'en prenant l'exemple des camps de réfugiés en Turquie et des camps des réfugiés, mais c'est atroce, on vend les petites Syriennes de 7 à 10 ans à des Saoudiens. Dites-moi, qu'est-ce que c'est? Où sont les droits de l'homme? Comment la France peut tolérer ça en Turquie? Il y a des viols dans le... Quel est le statut personnel juridique de ces gens-là dans les camps de réfugiés? Azartari, ils n'ont même pas le droit de quitter le camp, c'est des camps de concentration, mais enfin, pour ça, de peur que le roi de Jordanie soit déstabilisé. Est-ce que vous craignez... Non, est-ce que c'est possible? écoutez. Est-ce que vous craignez que certains camps deviennent comme les camps de réfugiés palestiniens au Liban ou autres, des camps permanents? Bah si, ça... Oui, pas armés. Oui, si ça continue, ils vont s'armer bientôt. Oui. Parce que, vous savez, Antioche est la capitale de la Syrie antique. Elle a été cédée à la Turquie en 1938 par les Français. Non, mais si... Tout ce ruban frontalier peut se révolter un jour. C'est ça qui inquiète. Qu'est-ce qui pousse les réfugiés à venir en Europe? C'est Erdogan lui-même. Il ne veut plus de ces réfugiés. Il ne veut plus de ces réfugiés. Il y en a pas au Qatar, mais il y en a en Arabie Saoudite. On l'a laissé bombarder les Kurdes. Mais comment voulez-vous que les Kurdes syriens restent en Syrie après qu'on ait donné le feu vert de mener la guerre contre Daesh et les sorties sur 400, 370 étaient contre les Kurdes? Alors c'est vrai que le sort des réfugiés est assez... parce qu'il y a beaucoup de réfugiés dans la région. Moi j'étais en Iran, j'ai vu des réfugiés afghans en Iran et leur sort n'est pas spécialement très enviable. Il y a les réfugiés... je pense, en Syrie, avant qu'il y ait la guerre, il y avait des réfugiés. Nous sommes la terre d'asile avant la France. C'est ce que j'allais dire. Je vais vous donner un exemple très ancien. Vous savez la secte à laquelle apparemment appartenait le Christ. Ils étaient persécutés par la majorité juive de l'époque. Et il y a une période, comment on les appelait, ceux qui adoraient la lumière, et leur nom m'échappe, il y a leur manuscrit qui s'appelle les manuscrits de Damas. Ces gens-là se sont réfugiés à Damas. Vous voyez? Après, on a eu, alors, dans les temps modernes, les Tchétchènes qui nous massacrent. Vous savez, pendant la Russie tsariste, ces Tchétchènes persécutés parce que musulmans par les orthodoxes se sont réfugiés en Syrie. Et ce sont eux qui nous immolent aujourd'hui. Et alors, une autre terre d'accueil également, c'était la Libye, parce que la Libye était une terre d'accueil pour beaucoup d'Africains, pour des travailleurs même, parce que les travailleurs bangladis ou autres qui sont au Qatar sont très maltraités. Il faut qu'il y ait un changement de politique française, européenne vis-à-vis du problème syrien. Je comprends tout à fait la position de Pierre-Henri. Je veux dire que je suis pas sur le même niveau. Je veux dire que il est évident que quand les gens sont dans la misère, il y ait des réactions organisationnelles, collectives ou individuelles. On ne peut pas laisser les gens se noyer, etc. Mais ça, ce n'est pas une solution analytique de la longue durée historique. Pourquoi? Parce que ce que dit Pierre-Henri, pour les gens qui sont là, si on reste simplement avec cette politique-là, dans le champ de l'économie politique, de l'économie marchande, dans 10 ans, dans 20 ans, ça continuera. Il y aura toujours des chaos migratoires. Donc il faut aller à la base. Et la base, c'est la société despotique du profit qui voit dans l'homme une marchandise, qui le déporte, qui le bagnode, qui le fout à gauche, qui le fout à droite, et qui ne voit en lui que de la chair à travail et de la chair à canon. Donc je comprends très bien son intérêt dans l'empirie première, là, il faut faire quelque chose. Ah oui, la solidarité humaine. Et oui, non, mais la solidarité humaine, sauf que vous avez parlé tout à l'heure, il ne faut pas hiérarchiser, il ne faut pas de concurrence. Nous sommes dans la société de la concurrence. Quand la Confédération européenne des patronats européens dit « Nous voulons cette main-d'œuvre parce qu'elle est dynamique,
parce qu'elle ne sera pas exigeante, parce que nous pourrons la former et qu'il n'y aura pas de contestation. Si je me bats, moi, du point de vue de la communauté humaine, pour qu'il n'y ait plus du tout de réfugiés dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. C'est formidable, moi je suis pas avec vous. Mais donc, si vous voulez, si le patronat... une chose, c'est que, en l'occurrence, je n'ai plus de travail. De ce point de vue, formidable, mais... sauf que la réalité des choses n'est pas celle-là, et que si le patronat européen... Ça doit être une boussole à l'envers pour vous. Oui, mais si le patronat européen dit « je suis prêt à accueillir parce que j'ai des besoins », c'est vous qui ajoutez « on les formera, ils seront dociles ». Non, c'est le patronat, c'est la déclaration du patronat européen. Non, c'est vous qui ajoutez. Non. Parce qu'il n'y a pas... Mais comme si les réfugiés étaient assignés... a un rôle déterminé casser les luttes. Pour casser les luttes. Mais quelle vision avez-vous C'est la première internationale, c'est tous les mouvements révolutionnaires qui ont défendu cette position. Mais c'est une main-d'œuvre bon marché. Très bien, l'acculturation ça existe. Et puis, en l'occurrence, il y a un système de droit ici que, croyez-moi, les réfugiés comprennent très bien et dans lesquels ils rentrent très rapidement. Et au contraire, ce sont des personnes qui peuvent tout à fait être des éléments moteurs de construction, de contestation, réformiste, purement réformiste. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que ce sont du coup des comment on appelle ça, c'est le consentement... la fabrique du consentement, c'est-à-dire que peut-être qu'ils sont consentants, mais à l'insu de leur plein gré, comme dirait l'autre. Oui, enfin moi je ne crois pas à un humanitarisme du patronat, déterminé pour, mais je ne dis pas ça, je dis tout simplement que vous assignez les réfugiés à un rôle qui n'est pas celui qu'ils vont vivre en organisant leur vie ici. C'est pas comme ça que les gens se comportent comme des individus libres sur le marché, autour... Avec 1 euro par jour. Je peux parler juste pour les... Parce que moi j'ai des migrants des gens qui viennent ici, qui viennent ici et qui sont accueillis, qui ont des droits et qui vont les exercer. J'ai appelé hier, on m'a dit, pour l'immigration actuellement, il y a 3 classes. Première classe, ça vaut entre 8 000 et 10 000 euros, 11 000 euros. Vous êtes dans des hôtels 5 étoiles. 5 étoiles. Mais je parle des migrants syriens qui quittent, qui viennent en Europe. Oui. Il y a 3 catégories. Comment ils arrivent à venir? 3 catégories sociales, on pourrait dire. Oui, non. Vous voulez passer. Alors, vous avez 10 000 vous euros. voulez dire les passeurs. Attendez. Vous avez 10 000 euros. On vous amène à Bruxelles, dans des 5 étoiles, avec des yachts de tourisme. Non, je vous dis, j'ai des parents, je suis tout le temps en contact. Ça, c'est la première classe. Le big, il est bien renseigné. Non, c'est Lundo. Non, attendez. Laissez-moi parler, on va prendre mon témoignage. Attendez. Alors, deuxièmement, vous avez la deuxième classe qui se situe autour de 5-6 000 euros. Alors, il faut dire que 10 000 euros aujourd'hui, il faut vendre votre maison en Syrie. Et la maison en Syrie ne vaut plus rien, puisque tout le monde quitte, tout est détruit. Alors, évidemment, ça crée encore un nouvel état de business, des gens qui achètent des maisons à bas prix pour que ces pauvres arrivent à Bruxelles. Arriver à Bruxelles, je ne critique pas Bruxelles. J'ai quelqu'un que j'ai eu au téléphone, il m'a dit, j'ai 4 mois pour apprendre. On m'a dit, vous pouvez apprendre le flamand ou le français. 4 mois, la Croix-Rouge, vous êtes logé, nourri, et on vous donne 1 euro par jour. Alors, il m'a dit, apparemment, en France, je vous raconte tel quel, on donne 10,5 euros. Est-ce que c'est vrai? J'ai dit, écoute, je ne suis pas au courant, mais peut-être qu'en France, ils donnent 10,5 euros, mais par contre, ils ne te donnent pas les repas. Renseigne-toi. Alors, la deuxième classe, non, mais c'est des témoignages. Vous êtes à l'immigration, moi, je vous donne les témoignages de Syriens que je connais. 5 000 euros, c'est plus risqué. Ce n'est pas des yachts, c'est des navires, mais vous arrivez sains et saufs. Puis il y a le pauvre Elan et ses parents. C'est-à-dire, c'est vraiment des ouvriers qui en ont marre d'être persécutés dans ces camps de réfugiés en Turquie, au Liban et en Jordanie. Au Liban aussi, il y a des problèmes, entre sunnites, chiites, il y a des immigrés pro-Assad qui ont été tabassés, et le contraire, vous voyez. Bon. Alors, il m'a dit, là, c'est autour de 500 à 1500 euros. Là, c'est où le fond de la mer, ou la côte, où tu arrives sain et sauf. Voilà les catégories
de migrants aujourd'hui en Syrie. Ouais. Alors, est-ce que, quand on voit ça, on a le droit de s'interroger, comme Francis, est-ce qu'il n'y a pas des organisations justement qui facilitent tout cela? Vous voyez, il y a des passeurs qui sont dans la criminalité et qu'il faut combattre. Et tant que le fait de se livrer à du trafic d'êtres humains sera moins puni pénalement et plus rentable financièrement que de se livrer à d'autres délits ou crimes, ben évidemment, ça continuera. Donc moi, je suis pour un renforcement de la législation au niveau européen contre, évidemment, ces passeurs qui tirent profit. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'illusoire à faire confiance à ceux qui nous ont mis dans cette situation pour régler cette situation? Attendez, vous voulez qu'il n'y ait plus d'État, plus d'institutions, que... Ah non, j'aimerais que les représentants du peuple représentent réellement les intérêts du peuple, et non pas ceux de certaines multinationales ou d'intérêts privés ou par C'est là où nous avons une... C'est là où on retrouve de bord les commentaires sur la société du spectacle. Il n'y a pas l'argent propre et l'argent sale, la mafia et l'État. La mafia est au cœur de l'État. La délinquance des banlieues, elle est régulée par la police quand elle dépasse un certain niveau. Le trafic de drogue, il est géré étatiquement. L'idée qu'il y aurait d'un côté l'argent propre et de l'autre côté la... Moi, pour moi, c'est une partie du trafic de drogue qui est... Lisez les commentaires sur la société du spectacle. Debord a analysé méticuleusement le mythe. Je me méfie des grandes formules où on dit le trafic de drogue est organisé par les États. Il y a bien des individus, il y a bien des barons de la drogue. Mais on ressort aujourd'hui l'affaire Boulin. Ça nous ramène par des voies détournées au problème des migrations et du chaos migratoire. Boulin a été flingué par l'appareil d'État. L'appareil d'État, c'est pas des bisounours. C'est un appareil policier qui organise la dictature du capital. L'affaire Boulin, l'affaire Bérégovoy. Faites gaffe, Francis. Faites gaffe. Hein. Ce que vous dites là, vous risquez d'être une cible. Hein. Au niveau des grandes migrations, il n'y a pas la mafia. Il n'y a pas la mafia qui organise, et puis l'État de droit qui est propre et qui est honnête. La mafia est au cœur de l'État de droit, parce que le droit, c'est la mafia qui organise les législations nécessaires à la duplication capitaliste. Bon, en tout cas, vous aurez eu l'occasion de faire votre diatribe anti-étatique et anti-capitaliste. C'est la vie, ça. Je remercie à tous les invités, donc tous les trois, d'avoir accepté de participer à ce débat qui était pas facile, mais qui, à mon avis, était très intéressant pour les internautes, car ils ont pu entendre des points de vue divers. Et j'espère que ça les aidera à se forger un avis éclairé. Voilà, par rapport aux causes et conséquences de l'immigration actuelle. On a beaucoup parlé de la Syrie, moins parlé de la Libye. Pierre-Henri, est-ce que vous avez un dernier mot avant de... Non, merci d'avoir organisé ce débat sans langue de bois. C'est vrai, c'est le moins qu'on puisse dire. Francis Cousin. Merci, parce que moi j'aime rencontrer des gens avec lesquels je ne suis pas d'accord, parce que je dis toujours, l'intelligence se fertilise dans la rencontre du contradictoire. Si on est tous enfermés dans nos ghettos mentaux, on devient des abrutis. C'est vrai. Entièrement d'accord. J'aime ajouter qu'avant cette crise, la France allait construire des musées, avait un gros contrat du Louvre partout en Syrie, moderniser tous les musées. Elle avait un gros contrat d'énergie solaire dans le désert syrien, et elle pouvait espérer même avoir l'exploitation du gaz de Syrie. Aujourd'hui, on a tout perdu. En plus, on est détesté des chrétiens, des minorités, des sunnites. Qui aiment la France aujourd'hui au Moyen-Orient, à part le Qatar? C'est sûr que Sarkozy et Hollande, ils ont fait beaucoup de mal pour la réputation de la France dans la région. Merci également aux internautes de nous avoir suivis. Donc c'était notre première émission en direct. Je vous remercie de votre compréhension par rapport aux petits problèmes techniques que nous avons rencontrés. J'en profite pour annoncer dès la semaine prochaine une émission, donc la libre antenne citoyenne, avec comme invité, s'il est disponible, la caméra principale, c'est celle-ci, Christophe Oberlin. Donc ce sera sur le thème de son dernier livre. Y a-t-il une seule race humaine ou plusieurs races humaines? Lui, il soutient bien sûr qu'il n'y a qu'une seule race humaine, mais ça le fait rire, mais au CNRS notamment, il y a de plus en plus de scientifiques qui disent qu'il y a plusieurs races humaines. C'est malheureusement, heureusement diront certains, malheureusement de mon point de vue, une théorie qui revient à la mode, la théorie de plusieurs races. Notamment beaucoup des internautes qui nous suivent n'étaient pas d'accord avec Christophe Oberlin quand on a fait une interview.
Cette émission de Libre Antenne Citoyenne sera l'occasion pour les internautes de réagir et de poser leurs questions en direct. Vous n'avez pas été très nombreux ce soir à poser vos questions et à profiter du direct pour interpeller directement l'un de nos 3 invités. C'était notamment parce que c'était la première et qu'on n'avait pas beaucoup avancé en avance. Mais je vous enjoins vraiment donc à poser vos questions via le chat et nous ferons nos efforts pour pouvoir poser à votre place donc en direct vos questions. Voilà. Merci. Merci à vous.